On va recommencer donc en clair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Observactu TV. Ces derniers mois, le monde a retenu son souffle face à l'escalade militaire inédite entre Israël et l'Iran. Les plateaux de télévision internationaux ont traité la guerre contre l'Iran comme une immense simulation stratégique. On y a disséqué avec une froideur chirurgicale la trajectoire des missiles, la performance des boucliers aériens et le balai cynique des chancelleries. Pourtant, dans ce déluge de données militaires et de récits souvent orientés, une question fondamentale est restée totalement absente du débat public. Comment cette guerre est-elle vécue, respirée et subie par les Iraniens eux-mêmes ? Au-delà des états-majors, il y a une société de 85 millions d'âmes traversées par des paradoxes complexes, une lassitude politique profonde, mais aussi un réflexe patriotique viscéral dès lors que sa terre est agressée. Aujourd'hui, nous faisons le choix de rompre avec le traitement médiatique hors sol pour comprendre les réalités humaines, psychologiques et économiques de ce conflit. Pour en parler sans fantasme et surtout sans parler à la place du peuple iranien, nous recevons Siavosh Razi. Vous êtes journaliste, correspondant de longue date à Téhéran pour les grands médias francophones comme RFI ou l'AFP. Vous étiez sur place, sous les bombes, au plus près de la rue iranienne. Siavosh Razi, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, venons-en au cœur du drame humain. Lorsqu'on regarde le conflit depuis l'Europe, on ne voit trop souvent que des cartes et des bilans abstraits. Pourtant, dès les 3 premières heures du déclenchement des frappes israélo-américaines sur l'Iran, le conflit a basculé dans l'horreur absolue. Le massacre de 168 fillettes tuées en plein cœur de leur école. Puis, le ciblage méthodique s'est étendu, touchant de plein fouet les piliers vitaux de la société. L'équipe nationale de volley-ball, les campus universitaires, des quartiers résidentiels entiers et pas moins de 4 sites archéologiques inestimables. À cela s'est ajoutée la destruction chirurgicale des infrastructures de survie, les usines de fabrication de médicaments, les centrales électriques et les réseaux d'eau potable. Pour les Iraniens, cette guerre n'a pas cherché à épargner les civils, elle a ciblé l'avenir du pays à travers ses enfants. Son intelligence à travers ses étudiants, son âme à travers son histoire et ses moyens élémentaires de survie à travers son système de santé et son énergie. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, c'est une stratégie de terreur et de destruction culturelle assumée qui rappelle cruellement les images de Gaza et du Liban. Vous étiez donc à Téhéran au moment où ces crimes de guerre ont frappé le pays. Ma première question, comment la population à Téhéran et dans les autres grandes villes a-t-elle encaissé ce choc initial ? Voir des écoles de fillettes et des athlètes ciblés dès les premières heures crée un traumatisme indicible. Quel a été l'impact psychologique immédiat sur les familles de voir que l'espace civil, éducatif et intime était devenu la cible prioritaire des bombes ? Il y a eu des sentiments partagés. Par exemple, au début, les premières heures après le début des frappes, on a vu des scènes de joie lorsque Américains et Israéliens ont annoncé la mort de l'Ayatollah Ali Khamenei. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé dans le conflit, les sentiments étaient toujours partagés. Beaucoup de gens ont compris qu'on s'installait dans une guerre longue. Et que contrairement aux déclarations américaines et israéliennes selon lesquelles c'était une guerre chirurgicale de courte durée qui allait frapper seulement la tête du pouvoir, les responsables politiques, les responsables militaires, en fait c'était donc une frappe systématique des infrastructures civiles, des zones résidentielles, mais aussi par exemple des usines pharmaceutiques. 24 à 25 usines pharmaceutiques ont été touchées directement. Il faut savoir que l'Iran produit 80% de ces médicaments et que ce sont des médicaments qui coûtent quelquefois 5 à 6 fois moins cher que les mêmes médicaments produits par les pays occidentaux. Il y a eu ces frappes contre l'école des Dominables, des frappes délibérées de la part des Américains pour provoquer un choc dans la société, parce que 3 missiles Tomahawk ont visé cette école. Il faut savoir que les missiles Tomahawk ont non seulement des caméras très perfectionnées, donc qui permet à l'opérateur qui lance les missiles de voir, donc de suivre jusqu'au dernier moment le trajet du missile et de voir la cible qui est visée. Et donc il n'a pas pu ne pas voir qu'il y avait des peintures comme dans les écoles pour enfants, un terrain de jeu, de ne pas voir que il y avait des enfants dans cette école, dans cette cible qui était visée.
Ensuite, après cette première frappe, il y a eu une seconde frappe. Les enfants, les fillettes avaient été emmenés dans la salle de prière et un second missile est venu frapper directement cette salle de prière. Ça ne peut pas être quelque chose de fortuit. C'est une action délibérée qui visait à faire le maximum de morts. Et ensuite, une vingtaine de minutes plus tard, lorsque les familles sont arrivées sur place, un troisième missile est venu frapper pour faire encore plus de morts. Une frappe délibérée de la part des Américains pour provoquer un choc dans la société. On l'a pas compris immédiatement, mais au fur et à mesure, que les témoignages sont sortis, on a compris quelle était la volonté des Américains. Le président Trump lui-même a dit ce sont des missiles Tomahawk iraniens, alors que l'Iran ne possède pas de tels missiles, bien sûr. Et il y a eu la même chose, le même type de frappe contre un gymnase dans la province de Fars. Là, ce sont des missiles de nouvelle génération qui ont été utilisés, des missiles qui explosent en vol et qui dispersent 180 000 billes. Qui sont en fait, ce sont des missiles qui sont utilisés en situation de guerre, et même là, c'est interdit par les règles de la guerre, qui visent à faire le maximum de morts lorsqu'il y a des concentrations de soldats. Et là, ces deux missiles ont été utilisés contre une zone résidentielle dans une petite ville de la province de Fars, dans le centre de l'Iran. Donc l'objectif, c'était contrairement à ce qui a été dit par les Israéliens et les Américains qui parlaient de frappe chirurgicale, c'était de frapper les infrastructures civiles, de frapper les universités, les usines pharmaceutiques, les installations pétrochimiques, tout ce qui permettait à l'Iran d'avoir qui permettait à la population de continuer sa survie, et aussi par exemple des universités, le data center de l'université Sharif, qui est la plus importante université technologique de toute la région, qui a été visée. À côté, il y avait le département de philosophie qui a été détruit également. Là, les enseignants, les professeurs expliquaient qu'en plus de l'enseignement technologique, dans ce département de philosophie, ils enseignaient l'humanisme, la démocratie libérale, parce que c'était aussi important pour les étudiants qui allaient devenir des ingénieurs futurs du pays, d'avoir ces visions humanistes et humanitaires de la société. Contrairement aux déclarations américaines ou israéliennes, des frappes systématiques pour détruire les infrastructures du pays. Et aussi, les Américains pensaient Donald Trump, le président Trump, est tombé dans le piège tendu par Benjamin Netanyahu, qui avait dit que le pouvoir allait tomber lorsque la tête du pouvoir allait être décapitée, comme il l'avait dit depuis plusieurs années. Et en fait, après les premiers jours de flottement et de flottement à la fois au sein du pouvoir, mais aussi dans la population, les gens ont compris qu'on s'installait dans une guerre longue et que ça allait durer. Et là, la ville de Téhéran s'est vidée complètement. Les gens sont partis se réfugier en province, à la campagne, à la mer Caspienne, et donc une ville déserte dans laquelle on a vécu pendant plus de 40 jours, parce que les gens ont recommencé à revenir que seulement 10 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, par crainte d'une nouvelle guerre qui pouvait à tout moment recommencer. Au-delà du carnage humain, le ciblage des universités, des sites archéologiques et des usines de médicaments touche directement à l'âme de la nation et à sa capacité à se soigner. Comment les Iraniens ont-ils vécu cette volonté manifeste d'effacement culturel et de privation médicale? Concrètement, sur le terrain, comment le quotidien et la solidarité s'organisent-ils dans les quartiers au milieu de ces ruines, sans électricité, face à la pénurie de soins? Alors, il faut savoir que il y a toujours des médicaments. L'électricité n'a jamais manqué au-delà de quelques heures dans certains quartiers, parce que la production électrique de l'Iran, les centrales électriques sont très diversifiées. Il y a des petites centrales un peu partout dans le pays, et donc si une centrale est touchée, une autre peut le remplacer. Et en fait, ces frappes sont intervenues à une période de faible consommation
production d'électricité, ce qui a permis au gouvernement donc de maintenir l'équilibre et de fournir toujours l'électricité. En ce qui concerne les médicaments, on assiste à une augmentation des prix, ce qui a été volontaire de la part d'Israël en particulier, où lorsque par exemple les Israéliens ont frappé une usine pétrochimique dans le sud de l'Iran, ils savaient exactement ce qu'ils visaient, puisque cette usine pétrochimique est spécialisée dans la production de produits pétrochimiques qui sont utilisés pour la fabrication de sièges de voitures ou de meubles, ce qui veut dire que sans la production de cette usine pétrochimique, il y a toute une chaîne de production de ces différents produits qui ne peut plus fonctionner. Donc, ce qui veut dire plus de chômeurs, plus de gens sans revenus, et donc pour augmenter le mécontentement populaire. Donc, ça a été ressenti comme tel, d'autant plus qu'il y a eu toutes ces déclarations du président Trump qui a parlé de ramener l'Iran à l'âge de pierre, de détruire la civilisation iranienne, de détruire les centrales électriques, et que lorsque le pont de Béin a été détruit, le plus grand pont de tout le Proche-Orient, ou encore lorsque le président Trump s'est réjoui d'avoir fait couler et assassiner une centaine, 120 marins iraniens, et il a dit que c'était plus intéressant de voir ces marins être tués et de laisser qu'ils soient sauvés par la marine sri-lankaise. Tout cela a provoqué un grand choc et une mobilisation autour des forces armées iraniennes et contre la guerre. Et c'est pour ça qu'on a vu de plus en plus de gens descendre dans la rue les nuits depuis maintenant plus de 110 jours sur les grandes places de Téhéran, mais aussi des villes de province pour soutenir les forces armées. Et aussi cette application qu'on appelle l'application Jan Fada, qui veut dire sacrifice de vie pour la patrie. Donc la moitié de la population iranienne de plus de 12 ans s'est inscrite sur cette application pour être volontaire, pour aller par exemple faire de la cuisine ou pour devenir faire un travail d'infirmière ou d'infirmier pour par exemple au cas où il y aurait une extension de la guerre. Et aussi, on va le voir encore dans les prochains jours, puisqu'il y aura les funérailles donc officielles qui seront organisées pour l'ancien guide. Et à ce moment-là, on verra quel sera le nombre de personnes qui vont participer à ces différentes cérémonies. Et on aura une vision encore plus claire de soutien réel ou pas de la population au pouvoir. C'est bon pour vous? Oui, j'essaye. Oui, je disais que justement des observateurs occidentaux anticipaient un soulèvement populaire contre les autorités iraniennes et pourtant c'est l'inverse. Il y a des rassemblements de soutien au pays qui ont été observés, comme vous le rappeliez. Justement, comment expliquez-vous cette dynamique? Mince. Vous m'entendez? Non, je ne vous ai pas entendu. Ah, par contre, oui, je vous entends. Est-ce que là, alors, d'accord. J'ai compris la question, donc je réponds. En fait, il y a un sentiment très nationaliste chez les Iraniens et de fierté. C'est la première fois, il faut le savoir, ça c'est quelque chose de très important. C'est la première fois depuis 300 ans que l'Iran, face à une puissance, une grande puissance occidentale ou russe, remporte un conflit, ne perd pas de territoire, bien au contraire, puisque maintenant l'Iran a le contrôle de ce détroit d'Ormuz qui est dont les eaux appartiennent en partie à l'Iran, mais que l'Iran ne contrôlait pas. Et désormais, donc il y a donc ce cadeau qui a été apporté sur un plateau par les Américains à l'Iran, et c'est la première fois que l'Iran non seulement ne perd pas de territoire lors d'un conflit d'envergure, mais gagne au contraire des territoires, des mers qu'il va pas abandonner. Il y a donc ce sentiment de fierté important et aussi toutes les frappes contre les installations civiles, sur les zones résidentielles ont provoqué de grandes colères. Et lorsque les Américains et le président Trump ont clairement dit que l'objectif était de démembrer l'Iran, de faire
ce qui a été fait à la Libye, comme ça a été dit par le vice-président J.D. Vance. Comment dire, accentue encore la colère des Iraniens, et donc provoquait donc une mobilisation autour du pouvoir et des forces armées iraniennes. Très bien, merci. Alors, peut-on dire que cette guerre, finalement, a temporairement réveillé un sentiment de nationalisme viscéral face à une menace extérieure par-dessus les profondes, douloureuses divergences politiques internes? C'est ce qu'on peut dire, bien évidemment, puisque il y a cette mobilisation. Il y a bien sûr des divergences politiques. Il y a des gens qui sont pas. Mince. Bon, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, voilà, je recommence. Donc Oui. il y a bien sûr des divergences politiques, mais il y a un sentiment très fort nationaliste qui s'est réveillé, même si la situation économique est très difficile. Ça c'est vraiment le principal défi pour le pouvoir iranien, parce que il y a des disparités très importantes sur le plan économique. Une petite minorité qui vit totalement comme si on était en Suisse. Ou à Monaco, avec des Lamborghini, des Ferrari dernier modèle, des différentes voitures de luxe, et puis une grande population de classe moyenne et de classe défavorisée qui vivent dans la pauvreté, une pauvreté qui s'est accentuée ces dernières années. Par exemple, pour vous donner un exemple, le salaire, par exemple, d'un cadre dans une ville moyenne iranienne, avant la sortie de Donald Trump de l'accord nucléaire de 2015, donc c'était en 2018, était l'équivalent de $4 000. Et aujourd'hui, ce même cadre, son salaire a triplé en monnaie iranienne, mais ça ne vaut plus que $200 ou $300. Donc un appauvrissement considérable, et c'est le principal défi pour le pouvoir iranien. Dans le même temps, il y a donc toutes ces pendaisons auxquelles on assiste pratiquement tous les jours, ou les arrestations très nombreuses donc depuis le mouvement de contestation de janvier dernier. Donc ça provoque aussi beaucoup de colère, mais dans le même temps, il y a aussi un phénomène parallèle, puisqu'on assiste à une libéralisation totale par exemple de la tenue vestimentaire. On voit beaucoup de femmes se balader, ou de jeunes filles se balader totalement à l'occidental, faire de la moto. Donc une société qui évolue, et beaucoup de gens disent qu'en fait le réel défi ne vient plus de l'étranger, mais ça vient de cette disparité et de cette corruption qui gangrène l'économie iranienne. Il faut savoir que ces dernières années, selon les derniers chiffres qu'on a, des sociétés semi-étatiques ont exporté quelques 130 milliards de dollars de produits pétrochimiques ou d'autres produits pétroliers, et n'ont pas ramené l'argent à l'intérieur du pays. C'est une somme considérable qui aurait pu faire éviter donc les manifestations et le mouvement de contestation de janvier dernier. Et donc beaucoup demandent que le pouvoir agisse pour obliger que ces sociétés et les gens qui les dirigent ramènent cet argent, parce que c'est nécessaire à la fois pour créer un équilibre sur le plan économique, mais aussi pour la reconstruction du pays. Alors, justement, concernant l'arrestation des personnes accusées d'espionnage ou de collaboration avec Israël ou autres, quel impact ces annonces ont-elles eu sur le climat social? Est-ce que cela a créé de la vigilance, ou au contraire une atmosphère de méfiance et de suspicion généralisée? Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a ces arrestations. On sait que par exemple filmer des cibles militaires en temps de guerre dans un pays est interdit. C'est le cas pas seulement en Iran, mais aussi en Israël, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn. Mais en Iran, le nombre d'arrestations est beaucoup plus élevé. Mais il y a aussi depuis plusieurs années un travail de fond qui a été mené par les différents services de renseignement israéliens, américains et aussi britanniques, pour créer des cellules, pour envoyer par exemple plus de 10 000 Starlink dans le pays. Ça a été dit par les responsables américains et israéliens et par le président Trump lui-même, pour
Donc avoir sur le terrain des groupes prêts à se mobiliser, à descendre dans la rue, à sortir les armes, donc des armes qui ont été envoyées à l'intérieur du pays pour donc une fois que les frappes étaient intervenues et que le pouvoir était décapité, essayer de renverser le pouvoir iranien. Mais malgré cela, il y a eu donc l'effet contraire qui s'est produit puisque le pouvoir finalement est sorti plus puissant qu'avant la guerre avec donc un rajeunissement des cadres du pouvoir et en particulier à la tête du pouvoir avec l'ayatollah Mojtaba Khamenei qui est donc beaucoup plus jeune que son père. Alors il faut attendre son apparition pour voir dans quel état physique il est réellement, s'il a été blessé légèrement comme le disent les Iraniens ou gravement comme le disent les Américains. Mais en Iran, on dit qu'en fait c'est lui qui dirige le pays. Et dans quelques jours, lors des funérailles, on va sans doute le voir son apparition, et on saura à ce moment-là dans quel état physique il se trouve. Alors, les Iraniens sont une population hyper connectée qui maîtrise des réseaux sociaux et regarde le monde. Lors de ce conflit, on le rappelait tout à l'heure, la rhétorique américaine s'est durcie, notamment avec des déclarations de Donald Trump menaçant de détruire des capacités vitales du pays. En tant que correspondant pour des médias étrangers, vous êtes au cœur de ce va-et-vient de l'information. Comment les discours très durs de Donald Trump ou même des dirigeants occidentaux ont-ils été reçus par la population et ont-ils poussé les Iraniens les plus modérés ou critiques vers un rejet total des États-Unis où les réactions restent malgré tout nuancées? Alors, il y a différents sentiments. Bon, il y a des gens qui disent toujours qu'il faut que les Américains aillent jusqu'au bout, que continuent à frapper. Mais de fait, les Américains, avec la manière dont leurs bases ont été frappées par les missiles des gardiens de la révolution, n'ont plus la capacité militaire d'intervenir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut écarter. Il peut y avoir des escarmouches, comme on a pu le voir ces dernières semaines, des petits échanges plus ou moins importants. Mais il y a une disproportion qui se crée maintenant en faveur des Iraniens, puisque jusqu'à maintenant, c'était les Américains ou les Israéliens qui frappaient de manière disproportionnée les cibles en Iran, et maintenant c'est le contraire qui se produit. Ce sont les Iraniens qui frappent à chaque fois de manière disproportionnée les cibles américaines ou israéliennes. Mais il y a aussi ce sentiment de grande colère chez les Iraniens à cause de tout ce discours des Américains, de Donald Trump, qui a parlé de la destruction de l'Iran, qu'il allait ramener les Iraniens à l'âge de pierre. Et donc, il y a qui a provoqué une mobilisation des Iraniens déjà contre la guerre, mais aussi autour du pouvoir et des forces armées iraniennes, ce qui n'était pas évident avant la guerre. Comment les Iraniens jugent-ils la manière dont leur propre détresse a été racontée par les médias occidentaux? Ont-ils eu le sentiment d'être les grands oubliés de récits médiatiques, souvent construits sur un narratif orienté où la destruction de leurs écoles et de leurs hôpitaux était soit minimisée, soit présentée comme une fatalité stratégique? En clair, ont-ils souffert de voir leur réalité déformée pour servir une grille de lecture politique, les réduisant à de simples figurants géopolitiques plutôt qu'à des victimes de crimes de guerre? Les Iraniens n'ont pas énormément d'accès donc aux déclarations des responsables militaires, des responsables politiques occidentaux, mais le fait que par exemple aucun pays européen n'ait condamné des frappes contre l'école de Minab ou contre les universités, bien sûr a choqué beaucoup de monde, parce que c'est ou par exemple lorsqu'il y a eu des frappes autour de la centrale nucléaire de Bushehr, il n'y a eu aucune déclaration de la part des responsables politiques occidentaux. En revanche, dès qu'il y a eu une frappe contre une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis, tout de suite il y a eu une mobilisation des dirigeants politiques occidentaux. Donc ce double langage, ce deux poids deux mesures provoque bien sûr beaucoup de colère chez beaucoup d'Iraniens. Alors, la République islamique s'est toujours projetée à l'extérieur à travers son axe de la résistance, le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza. Mais pour le citoyen lambda à Téhéran, la facture de cette politique régionale commence à peser lourd, surtout quand la guerre frappe à la porte de la maison. Comment l'articulation entre la sécurité de l'Iran et son implication au Liban aux côtés du Hezbollah est-elle perçue et comprise au sein de la population ?
est-elle vue comme un bouclier nécessaire ou comme un fardeau dangereux? Alors, il y a les deux sentiments. Là encore, c'est partagé. Il y a des gens qui disent bon, bah, cet argent pourrait être utilisé en Iran pour améliorer la situation économique des Iraniens, mais d'autres disent que en fait, cela fait partie comment dire, des moyens de défense de l'Iran. D'autant plus que lorsqu'on voit des scènes de destruction au Liban, à Gaza. Donc on se dit beaucoup de gens se disent c'est ce que les Américains voudraient nous faire subir, ou les Israéliens voudraient se faire subir à l'Iran, et par exemple les déclarations de J.D. Vance qui a dit certains en Israël voulaient créer la même situation en Iran qu'en Libye. Cela a provoqué beaucoup de colère et donc une prise de conscience des objectifs réels des Américains et des Israéliens dans cette guerre. Quelle lecture la société iranienne fait-elle des positions adoptées par les différents pays de la région durant cette crise, au-delà de l'attitude officielle des gouvernements arabes voisins, souvent perçue comme ambivalente ou alignée sur l'axe américano-israélien? Excuse-moi, je peux vraiment plus continuer. J'ai un autre rendez-vous et il faut qu'on termine là d'une manière globale. Tant pis. Merci. Voilà. Le problème technique, ça a été compliqué, mais merci beaucoup en tous les cas. Au plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci. Excuse-moi. Merci.